Exercice est pour toi, Michel. Donc, je suis en direct avec Michel Dourte et que j'ai beaucoup de plaisir à recevoir cette semaine chez moi. Et j'aimerais commencer par la fin, c'est-à-dire, est-ce que tu peux nous parler de ta future actualité parce que c'est assez dense. Comme ça, c'est fait. Ah, ça c'est original, Tout à on fait. termine toujours par Exactement. l'actualité à la fin. Exactement. Oui, c'est très très dense, mais de gros projets en perspective. Alors donc déjà la semaine prochaine, enfin cette semaine, Arthur Findlay College à Londres avec toi d'ailleurs. Oui. Et puis après, des journées d'immersion dans mon centre de bien-être et de transmission à l'ère du Verseau à Monin, où je vais proposer des journées d'immersion pour aider les personnes à développer leurs capacités médiumniques, leurs ressentis, leurs intuitions. Donc ça va être le 19 et le 20 décembre. Il me reste une place d'ailleurs. Et j'ai le 21 décembre un atelier d'éveil au magnétisme. Et après, par contre, c'est repos pour Noël. Par contre, voilà. Après, l'année prochaine, ça va être sur les chapeaux de roue avec beaucoup de salons. Beaucoup de salons, notamment avec PKM, J'espère qu'on se verra. PKM événements, avec Patou et Meurard. Une croisière aussi qui est prévue, une croisière du paranormal au mois de novembre 2026. Et puis une grande tournée en France et à l'étranger avec mes amis les éveilleurs de l'être, donc avec Marjorie, avec Philippe Cabrespine, avec Sylvie Morin, avec Laurence. Il y aura Sandy aussi sur certaines dates. Pas toutes, mais elle sera sur certaines dates. Et on va se retrouver bien sûr à Nouméa en mars et avril. Nouméa avec Anne-Hélène Gramignano, Véronique Baker et Marie Ferla. Et puis il y aura aussi donc Nathalie Balassé qui sera présente. Et donc on va faire quelque chose de magnifique. Ça va être très très dense parce qu'il n'y a pas grand week-end de libre, ne serait-ce que déjà jusqu'aux grandes vacances 2026. Et j'ai des dates aussi en septembre avec Martigues au mois de septembre, je crois que c'est le 24, 25 ou 25, 26. Quelque chose comme ça, oui. Que j'aurai peut-être la joie de te retrouver aussi sur ce salon. Probablement. En tout cas, voilà, d'après ce que j'ai compris, ton actualité est assez dense, donc j'aime bien commencer à l'envers, tu sais. Oui, je vois ça, mais ça ne m'étonne pas de toi. Alors, bon, c'est très bien. J'espère qu'on se verra cette année. On va se donner des petits rendez-vous pour pas se quitter. J'aime pas quitter les gens, en fait. Voilà. Alors, à part l'amour et le pardon, qu'est-ce qui te fait courir, Michel Dourte? Ah, il y a déjà pas mal de boulot avec l'amour et le pardon. Déjà, ça m'occupe déjà pas mal Je sais. entre les cérémonies du pardon. Mais qu'est-ce qui me fait courir? La joie. Je suis en joie permanente. Je me lève, je suis en joie. Je valide. Je suis toujours en joie. Je suis toujours. Tu sais, ce qui me fait courir, c'est de garder cet esprit d'enfant, cette notion de découverte permanente. C'est-à-dire que je ne me lasse de rien, que tout est émerveillement. Donc je vais tenter de vivre toujours le moment présent et d'être vraiment en joie et dans l'accueil de ce que je vis et la gratitude, bien sûr, tous les soirs en me couchant pour la journée que j'ai passée. Et puis, oui, ce qui me ferait courir, c'est un monde meilleur. Un monde meilleur, un monde où déjà il y a un éveil de conscience massif, où les gens puissent comprendre et intégrer que nous sommes bien plus puissants, dans le bon sens du terme, bien plus grands que ce qu'on nous fait croire déjà, et ce que nous sommes, vraiment. D'accord. En tout cas, pour la joie, je valide. Tous les matins que Dieu nous a fait vivre tous les deux, et effectivement, tu arrives, tu es très en joie, et c'est très agréable, très agréable. Alors, comment peut-on avoir ce niveau d'acceptation et de résilience? Si je devais je sais pas, commencer, si tu veux, à écrire sur toi, ou avoir, bien sûr que c'est pas simplement une carte de visite, je dirais un très haut niveau de résilience et d'acceptation de l'autre et des épreuves que tu as vécues. Alors, je pense que nous vivons une expérience sur cette terre. Déjà, je suis persuadé aussi qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise expérience. Je pense que nous vivons des expériences qui sont là pour être vécues.
et que nous devons vivre et qui sont dans l'ordre des choses pour notre évolution et notre élévation de conscience. Donc partant de ce principe, déjà, je suis dans l'acceptation pleine et entière de ce qui m'arrive au quotidien, si tu veux. Mais cette résilience, je l'ai eue parce que je me suis rendu compte que j'avais endossé un statut de victime où j'étais en colère, mais en colère pendant des années, des dizaines d'années, j'étais en colère. Et cette colère, même si elle est utile à un moment donné, je l'avais laissée trop s'installer. Et j'étais éteint finalement. Et je me suis rendu compte aussi que je ne pouvais rien changer à mon passé. Donc, pourquoi se marteler, se flageller en permanence avec des pensées négatives ou en ressassant les éléments de passé? Ça sert strictement à rien. Et j'ai pris conscience de ça. Je me suis dit que, au début, je me suis rendu compte que c'était les faits qui nous emprisonnaient, c'est-à-dire tous ces traumas que nous avions vécus qui étaient très marquants. Mais ces traumas, ils sont passés. C'est-à-dire que, voilà, et ça s'est produit, voilà, c'est un fait. On ne peut pas revenir en arrière, si tu veux. L'idéal, ça serait d'avoir une baguette magique et dire « coucou, je reviens » et puis je transforme. Ou peut-être que je changerai la version de la manière dont j'ai appréhendé le trauma, parce qu'on le voit très très bien que parfois, les gens même qui ont eu des traumas très très forts disent « si j'avais su, j'aurais crié » ou « si j'avais su, j'aurais couru ». Voilà, bon, mais ça, on peut le faire avec d'autres techniques comme l'hypnose, par exemple, hein, dans des thérapeutiques aidantes et des thérapies brèves. Mais je me suis dit, mais Michel, de toute façon, arrête d'être en colère déjà. Arrête d'être en colère. C'est fait, c'est fait. Donc maintenant, sois dans l'acceptation pleine et entière, et puis travaille pour cultiver une meilleure version de toi-même déjà, et de niveau de résilience qui fait que tu es dans l'acceptation pleine et entière de ce qui t'arrive, et surtout mettre du sens. Alors, je sais bien que mettre du sens sur des choses qui sont difficiles, c'est compliqué, mais je trouve qu'il y a toujours quand même du positif dans tout ce que nous vivons. Je me raccroche toujours au positif. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui est complètement merdique, hein, qui paraît complètement ubuesque, je me dis, ok, je me pose 3 questions. Pourquoi il m'arrive ça? Qu'est-ce que ça réveille en moi au niveau émotionnel et dans mon corps physique? Et surtout, qu'est-ce que j'ai à retenir de positif de cette situation? Et je me raccroche à ce moment-là, cet élément positif qui va annuler, si tu veux, le négatif. Puisque notre cerveau, il a tendance à engrammer que le négatif, j'essaye de reprogrammer le cerveau et notre approche, tout simplement, de l'événement qu'on voit. Donc cette résilience, je l'ai comme ça. Et puis je me dis aussi, comme on en discutait aussi récemment, il y a toujours pire que soi. On est toujours nombriliste. Le moi-je, je souffre, etc. Mais il y a des gens qui souffrent 10 fois plus que toi. Il y a des gens qui passent des étapes qui sont incroyables. Et nous, on est en train de se plaindre alors que nous sommes en vie. Voilà. Et nous sommes en vie. Nous avons cette chance déjà de pouvoir nous réveiller tous les matins. Et j'ai pris conscience aussi avec la maladie de mon papa que nous avons cette chance de pouvoir nous lever. Lui qui ne peut plus se lever. Tu vois ? Cette chance de pouvoir ouvrir les yeux, cette chance de pouvoir communiquer. Donc la vie, elle est belle. Quoi qu'il t'arrive, la vie est belle. Parce que pour certains, c'est beaucoup plus compliqué encore que pour toi. Bien sûr. Donc, selon toi, on peut tout traverser, les épreuves, on peut tout traverser et s'en sortir? Oui, je pense. Alors, comment tu expliques qu'il y en a qui n'arrivent pas? Je vois en consultation, il y en a qui n'arrivent pas à sortir de... Je sais que c'est pas notre boulot, mais... Alors déjà en consultation, j'ai tendance à dire que nous ne sommes pas des sauveurs et que je pense que la première personne à sauver, c'est soi-même. On cherche toujours à sauver les autres et souvent ces personnes aussi qui ne s'en sortent pas, c'est des personnes qui ont beaucoup donné et qui ont vraiment un gros problème aussi avec le regard des autres. Et si tu veux, j'ai compris aussi que plus tu n'en avais rien à faire du regard des autres, plus tu t'affirmais, plus tu prenais conscience de l'être que tu es et de l'essence que tu as, plus tu te reconnectais à ton âme, mais plus c'était facile. Après, il y en a qui vont parler de karma, de gens qui... Voilà, mon grand-père, si j'avais un mot pour caractériser sa vie, toute sa vie, puisqu'il est décédé très jeune, il est décédé à 67 ans, je dirais le mot souffrance. Courbé.
Voilà. courbé. Si je prends ma sœur, Mhm. toute sa vie, je caractériserais de souffrance. Un stigmate. Même dans les moments où elle aurait pu être heureuse en ayant ses enfants, ses filles, finalement, elle a été malheureuse et elle est toujours malheureuse. Et Comme si elle avait des stigmates, tu sais. oui, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de transgénérationnel et on porte Oui. aussi les mémoires cellulaires de C'est nos pour aïeux. ça que je le dis, non? Mais alors, c'est vrai que ta question est intéressante. Pourquoi moi, qui ai vécu la même chose que ma sœur, à quelques dixièmes près au niveau de l'éducation, au niveau de la violence de mon père, etc., Mhm. qu'elle soit verbale ou physique, Mhm. j'ai réussi à m'en sortir et pas elle. Alors qu'elle, elle a les stigmates encore, elle est pleine de stigmates. Et en plus de ça, elle est d'une croyance incroyable. Elle prie tous les jours. Mhm. C'est une personne, j'adore ma sœur, hein, c'est Mhm. fusionnel. Mais je me suis dit que elle seule pouvait s'en sortir. Je ne peux. C'est triste de voir ses proches, si tu veux, ne pas y arriver alors que j'y suis arrivé. Mhm. De se dire, ben ok, mais bon, j'ai touché le fond, c'est toujours pareil. À un moment donné, ben, j'ai eu un déclic. J'ai eu cette chance d'avoir ce déclic, d'avoir cette lumière qui est arrivée à un moment opportun où j'allais passer de l'autre côté puisque j'avais fait une TS et je me suis Mhm. pendu. Mhm. Et j'ai eu ce déclic de me dire, ok, prends-toi en main, quoi, finalement. Mais j'avoue que ça a été des années d'errance. Ça a été des années avec un psychologue où je ne voyais pas ce tunnel qui était tellement long, je ne voyais jamais la lumière du bout du tunnel. Mhm. Et je me disais, mais jamais, jamais je vais m'en sortir. Et je passais des heures à pleurer, à me lamenter. Et voilà, à un moment donné, voilà, j'ai eu cette chance d'avoir ce déclic. Donc oui, je pense qu'on est inégaux aussi par rapport à ça. Et je pense qu'aussi, il y a des gens qui ont plus de force Mhm. Peut-être qu'ils sont mieux armés et mieux armés. au Ouais. départ, qu'ils sont mieux armés. Oui, c'est ça. Mhm. Et je pense que là, déjà, la première chose, si je pouvais donner un conseil à toutes ces personnes qui sont en souffrance, arrêtez de vivre au passé, ne ressassez plus les éléments du passé parce que ça nous C'est le emprisonne. premier travail à faire. Ah ben, c'est la Effectivement, première de chose. prendre au présent. Oui. C'est la première chose, parce que soit on est dans une projection future, Mhm. soit on est dans un passé, Mhm. et on ne vit jamais le moment présent. Exactement. Donc on est toujours à côté de sa vie. Donc la première chose, c'est vraiment ça, c'est vraiment de se dire, ok, j'ai pas été aimé, Mhm. comme ça a été ton cas, j'ai pas été désiré. Mhm. Mhm. Tu sais, moi j'ai cru longtemps que j'étais quelqu'un d'adopté, alors que j'étais le seul enfant de la fratrie des 3 Mhm. à être voulu. Mhm. T'imagines quand même le prisme qu'on peut avoir, la vision qu'on peut avoir, Tout à fait. qui est complètement erronée, parce que des 3 enfants, je suis celui du milieu, et je suis le seul que mes parents Vous voulez vraiment. voulaient Mhm. vraiment, et qui a été fait et conçu vraiment. Mhm. Ma sœur est arrivée, c'est un accident, et mon petit frère est arrivé, un accident. Mhm. Et même mon petit frère, il devait passer à la trappe, et à l'époque, il n'y avait pas d'avortement possible. Ça ne se faisait pas, il fallait partir en Angleterre. Mhm. Et ma mère avait même envisagé de partir en Angleterre. C'était pas possible d'avoir 3 bouches à nourrir dans un contexte où je suis issu d'un milieu ouvrier, tu vois, où c'était très compliqué. Mais voilà, donc, et pourtant, ce sentiment que j'avais, c'est de ne pas être aimé et de ne pas avoir été désiré et d'avoir été adopté. Et je disais toujours que je n'étais pas leur enfant. Et je suis le seul à ressembler à mon père, avec des yeux noirs, marrons, Mhm. comme mon père. C'est incroyable, tu vois. Donc, tu vois, on peut avoir une fratrie, mais chacun vit sa propre réalité aussi dans le Et à sa positionnement. propre perception des choses, de Exactement. ce qui l'entoure. C'est pour ça que Et des ça. émotions qu'il ressent. Exactement. Et puis, on arrive à des moments différents de la vie de nos parents. Mhm. Et nos parents ont les enfants en fonction de leur maturité aussi, où ils prennent conscience de plein de choses. Exactement. Donc, le positionnement des enfants est très très important, et je pense que souvent c'est l'aîné qui trinque, hein. La première, parce que on ne sait pas, et moi-même qui suis papa, mais le premier on ne sait pas, donc on est sévère, on essaye de protéger comme on peut, et puis le deuxième on est un peu plus doux, on est un peu plus cool, le troisième bon, on le laisse filer quoi, On lâche. mais on lâche. Donc autant d'enfants que de perception de l'éducation, Mhm. même si les valeurs sont les mêmes Exactement. à la base, tu vois. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant de comprendre, c'est-à-dire que voilà, ma sœur, ma sœur est restée une petite fille de 5 ans Mhm. qui n'a pas grandi, qui n'a pas su grandir.
Et je lui souhaite vraiment de pouvoir franchir ce cap, même si elle a beaucoup progressé, parce qu'elle travaille énormément. C'est pas facile tous les jours, elle est anorexique depuis l'âge de 18 ans. Et elle a un gros problème avec la nourriture, mais c'est pareil, c'est des loyautés familiales. Dans une famille de bien portants et d'obèses, son inconscient a choisi d'être maigre pour ne plus faire partie inconsciemment de cette famille. Bien sûr. Tu vois? Et c'est Peut-être intéressant. sa façon qu'elle a de s'échapper, d'échapper Voilà. de sa famille. Voilà, mais j'aime ma sœur profondément et c'est vrai que, comme tu disais, on n'a pas tous les mêmes bagages. Je le vois très très bien même avec ma mère qui est très très forte. Ma mère est quelqu'un qui a une force incroyable malgré tout ce qu'elle a vécu. C'est un rayon de soleil et alors que des personnes qui auraient vécu 3 fois moins que ça, ben, ils seraient écroulés. Écroulés, bien sûr. Donc je pense que c'est aussi quelque chose d'inné. Hein, ou peut-être que dans des vies Cette parallèles ou antérieures, force. j'étais un guerrier Je sais bâton, pas. je sais pas. Je sais pas. Donc tu nous as dit que tu as un frère et ta maman a perdu un enfant ou parce que j'ai marqué que tu as un frère là. Alors oui, j'ai un petit frère et j'ai une grande sœur. Moi, je suis au milieu. Voilà. Mais ta maman n'a pas eu une... Alors, à ma connaissance, non. D'après ce que je sais, non. Mais par contre, mon grand-père a perdu un enfant. D'accord. On a la perte d'enfant hein, qui est marquée quand même. D'accord, c'est assez marqué. Il y a un chien. Là, depuis ce matin, il y a un chien qui est là. Alors, j'ai eu un chien à l'âge de 6 ans et c'est le seul chien que j'ai eu. Ben, il est là. Voilà. Depuis ce matin, il est là. Et puis que mon père n'a pas supporté. Donc, j'ai eu ce chien et 6 mois après, ben, on le donnait parce que ça a été un drame aussi parce que bon, personne s'en occupait du chien, le pauvre chien. On remarque qu'il a été plus heureux chez la personne chez qui on l'a donné. Mais ce chien m'a toujours marqué et je me souviens toujours de son prénom, même si j'avais 6-8 ans, je crois. Il s'appelait Rantanplan. Voilà. Ben, il est là, hein. C'est depuis ce matin. Mais c'est la deuxième fois qu'il vient ce chien. Et je me suis dit, il faut quand même que je lui dise. C'est l'autre jour, on était au marché, tu m'as suivi dans mes marchés, dans mes magasins. Oui, j'adore ça. Voilà. Et puis, ce qu'on se disait autour d'un verre, en plein marché, d'ailleurs, le samedi matin, il faisait froid dehors d'ailleurs. Caipirinha, c'était un cocktail. Hein. Oui, c'est un cocktail. On a dit qu'en fait, on est des médiumnités, on fait de la médiumnité de comptoir. Oui, moi je pense que c'est ce qui nous caractérise, enfin moi ça me caractérise. Tu peux expliquer, vas-y. Je préfère ces moments privilégiés en tête à tête, où on est en train de boire un coup, manger, ou passer un bon moment, ou être avec des amis tout simplement. Et j'aime bien cette médiumnité qui arrive sur le fil, tu vois. Alors il y en a qui vont dire que c'est envahissant, ben... Entre nous, non. Regarde, en ton plan je trouve que c'est tellement plaisant. Ben après, voilà, tu peux pas le faire avec tout le monde, ça je conçois. Mais je sais que mes amis qui savent ce que je fais, que je suis médium, eh bien, il ne se passe pas un repas sans qu'il y ait un contact. Sans qu'il y ait un contact. Sans qu'il y ait un contact. Mais ils le savent aussi, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que souvent, ils aiment nous voir de l'autre côté, continuer à vivre, profiter. Et puis la table, c'est un moment de convivialité et ils s'invitent régulièrement à table. Et je préfère cette médiumnité-là où il n'y a pas d'enjeu non plus, si tu veux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression de savoir, bon, est-ce que je dis des bonnes informations, tu vas délivrer les messages que tu as délivrés, avec bien sûr l'accord de la personne, je demande toujours quand même. Et surtout je vais pouvoir l'intégrer dans ma soirée, ça ne me pose pas de problème. Et puis, il n'y a pas de connotation d'argent. Tu me dois tant à la fin pour une consultation. Moi, ça me plaît, ça, tu vois, cette médiumnité-là. C'est ce qu'on a fait depuis. Et samedi, c'était flagrant. Puisque c'était qui est venu, le forgeron? C'était quand même improbable, hein, d'avoir un forgeron là dehors, on se gèle avec un cocktail. Et alors, donc, ce qui est bien, c'est souvent délicat parce qu'en plus, c'était quelqu'un qui n'est pas de ma famille. Donc, c'est plus délicat parce que souvent aussi, on est très, très occupé ou on pense aux gens de notre famille vraiment proches, alors que n'importe qui peut se présenter et qu'on ne choisit pas. Et là, dans ce cas de figure, c'était un homme qui était avec un béret, tu m'as dit, avec un chapeau ou une casquette. Et forgeron. Et j'ai connu qu'un forgeron dans ma vie, et c'était le grand-père de mon ex-femme, Papy Léon. Avec qui tu t'en dotais très très bien. Ah oui, j'adorais ce gars-là, même s'il était âgé quand je l'ai connu. Et pour la petite anecdote, je lui avais offert un animal de compagnie, une belle chatte Isabelle, qui s'appelait Texane. Il était fou de cette chatte et ça a été un drame quand elle s'est fait écraser sur la route.
Et voilà, donc c'est quelqu'un avec qui j'appréciais. Et quand j'allais voir des grands-parents de mon ex-femme, je passais beaucoup de temps. Avec lui. C'est quelqu'un qui, oui, je m'en souviendrai tout le temps de Papy Léon, tout le temps. En tout cas, il est venu au milieu de notre cocktail, là. De notre caipirinha Et puis, oui, brésilienne. et puis des concombres que je voulais acheter. C'est ça. Enfin, la caipirinha brésilienne au Luxembourg, où il fait froid. On se réchauffe comme on peut. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Ah oui, t'as bien aimé. Hein. C'est parti très très vite, tu l'as bu rapidement. Exactement. D'accord. Je voulais que tu nous dises ce que tu penses du monde de la spiritualité, de ce monde où tout le monde est médium, tout le monde est voyant, tout le monde est magnétiseur, tout le monde est tout. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, bon, ben, c'est vrai que c'est un monde à deux vitesses, mais je pense que les réseaux aussi ne font rien pour améliorer les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un s'achète un jeu de cartes à la Fnac ou à Cultura, et puis il se met à tirer des cartes sur TikTok et va facturer 5 balles la question ou 10 balles la question. C'est ce qui me chagrine un peu, c'est que c'est de l'argent facile, et puis il y a une telle détresse, un tel besoin aujourd'hui, avec tout ce que nous vivons en ce moment. C'est pas évident quand même hein, pour la majeure partie des personnes où le pouvoir d'achat a baissé, où les salaires n'augmentent pas, où tout ne fait qu'augmenter. Donc les gens sont très très inquiets sur l'avenir. Donc c'est une niche. C'est une niche qui me dégoûte un peu parce que c'est du n'importe quoi, parce qu'il y a beaucoup aussi de gens dangereux. Et je pense que tu m'as raconté des trucs. Là, non, mais je pense que ça devrait être réglementé, qu'il devrait y avoir une charte ou un code déontologique, une éthique, tu vois, qui soit. Je pense honnêtement que ça devrait être même contrôlé, tu vois, parce que là, c'est la porte ouverte à tout. Après, voilà, mais dans même les mondes spirituels de personnes qui se disent spirituelles, il y a aussi des travers qui sont constatés. C'est un milieu quand même assez particulier. Je le compare au milieu du showbiz, moi, tu vois. Ça veut dire, ne fais jamais confiance en quelqu'un. Hein. Et quand tu fais confiance ou quand tu donnes trop, voilà, de toute façon, il y a des gens qui vont circuler et qui vont naviguer. Ce que j'appelle, tu sais, les personnes version lisse, je les appelle comme ça. La version lisse, tu vois. Ça veut dire que j'aime pas Joël Pfeiffer, mais je vais te prendre dans mes bras, hommage Joël. Donc voilà, donc c'est tout ce que je déteste. Quelqu'un que je ne sens pas, je vais pas me forcer à lui parler, quoi. Je vais dire, je lui parle pas, puis je continue mon chemin, je l'ignore. Et ça, c'est un peu ça aussi, c'est un domaine un petit peu très superficiel. Plus que les faux prophètes, ça manque d'authenticité. Voilà. Je les appelle les marchands du temple. Ça manque d'authenticité où tout est bon sous prétexte de l'amour ou du partage ou dans le cœur pour faire de l'argent. Avec un langage New Age. Voilà, oui, et puis pour faire de l'argent ou être en quête de notoriété. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné quand même, parce que je suis passé par ces étapes, tu vois, et je pense qu'il faut avoir le courage aussi de ces opinions et le courage que quand j'ai commencé à être connu, si tu veux, j'avais cette quête de notoriété, mais je l'assume pleinement. Aujourd'hui, c'est plus le cas, si tu veux, je me suis rendu compte de plein de choses, mais par contre, cette quête de notoriété m'a jamais empêché d'être qui j'étais et surtout voilà, je l'ai fait sincèrement avec le cœur à chaque fois, mais c'est vrai que tu peux te brûler les ailes parce que quand tu commences à être reconnu ou connu, hein, tout simplement, et parfois tu perds cette part d'humilité et puis tu peux perdre pied et puis tu peux être entraîné dans des spirales par des collègues, par des amis et tu te rends même pas compte de ce que tu deviens, tu vois. Mais heureusement qu'il y a des garde-fous, et là-haut, c'est vraiment des garde-fous, de toute façon. Je pense, tu vois ce que je dis toujours aussi, j'ai horreur du mensonge. Pourquoi j'ai horreur du mensonge? J'ai été l'un des plus gros menteurs dans ma vie. Donc parfois, il faut expérimenter ce que l'on n'aime pas aujourd'hui pour pouvoir le saisir, le comprendre et vraiment l'avoir imprégné. Déjà, je me suis menti à moi-même toute ma vie par rapport
par rapport à mon intimité, par rapport à plein de choses. Mhm. Et après, j'ai menti, voilà, quand j'ai trompé ma femme, j'ai menti. Mhm. Et on ne parle pas de ces choses-là parce que, tu vois, la version lisse, c'est il faut montrer que le bien, le positif, que tout ce qui est bling-bling, Mhm. doré. Mais non, c'est pas parce que je m'appelle Michel Dourte que je fais des cérémonies du pardon que c'est facile pour moi de pardonner tous les jours. Déjà, me pardonner à moi, c'était très compliqué. Mhm. Mhm. De se dire, ok, ben, sur ce moment-là, tu n'as pas été cool. Mais cette spiritualité, c'est ce que je trouve qu'elle manque. Elle manque de sincérité, d'authenticité et de remise en question pour la plupart. Mhm. Donc il y a des gens qui vont te faire des grands discours, mais quand tu regardes leur vie, ou qui vont te faire des beaux protocoles dans un bouquin, mais aucun des protocoles n'est appliqué dans leur vie. Bien sûr. Donc ben, commence déjà par toi-même. Je veux dire, Exactement. voilà. Comment tu peux consulter et avoir des gens chez toi en cabinet si toi-même, tu n'es pas en paix avec toi-même déjà. Mhm. Je trouve que c'est déjà cette paix intérieure, mais Mhm. avoir cette paix intérieure, d'avoir exploré tes parts d'ombre Mhm. qu'on a tous en nous et de les mettre en lumière, Mhm. c'est le premier travail qu'on devrait faire. Et puis après, tu sais, comme je dis toujours, ben, il en faut pour tout le monde. Même quelqu'un qui est là, eh ben, il a quelqu'un en face. Bien sûr. Donc, quelque part, ils ont aussi leur utilité. Bien sûr. Donc, voilà, maintenant, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas ma tasse de thé, mais je rejoins Pierre Jonas quand il parle d'éthique, quand il parle de déontologie, quand il parle de... Voilà. Tu verras effectivement dans mon livre, quand tu l'auras lu, effectivement, je pose carrément la question. Je dis, j'aspire d'ailleurs à une réglementation, qu'une réglementation soit mise en place. Hein. Oui, mais c'est aussi à nous de montrer l'exemple, et parfois, ben, l'exemple, eh ben, on ne sait pas le montrer. Il y a eu des fois, ben, j'ai failli, mais je le sais. Donc, il y a des fois, ben, je n'ai pas été blanc, tout blanc. Et il faut aussi avoir le courage et l'honnêteté d'avoir cette conscience que parfois, eh bien, on déconne. Tu vois? Et ce que je disais dans l'interview de Sandy Tatou sur sa chaîne Da Vinci Code, c'est à un moment donné, il faut savoir présenter des excuses quand on sait qu'on a déconné, tu vois, et mettre son ego de côté. Ce que je trouve dans ce milieu spirituel aussi, c'est que l'ego, c'est dominant. Et puis, ça ne me viendrait jamais à l'idée aussi de faire travailler des amis ou des gens pour m'enrichir personnellement, par exemple, tu vois. C'est quelque chose déjà, pour moi éthiquement, c'est pas possible de faire travailler tous ses potes, tous ses amis et de se nourrir de cet argent. Ouais, il y a un maillage dans ce milieu. Ben, c'est ça, donc déjà ça ne me viendrait déjà pas à l'idée de faire ça. Et puis on n'est pas là pour s'enrichir, on est là pour donner beaucoup de choses. Et voilà, donc à un moment donné, il faut aussi pouvoir avancer en ayant la tête sur les épaules. Moi, je me regarde dans une glace tous les matins, je ne rougis pas, tu vois. Mais le problème, c'est que ces gens-là n'en ont même pas conscience. Hein. Ils sont persuadés, et c'est ça que je trouve aussi étrange, ils sont persuadés qu'ils sont bien. C'est-à-dire qu'ils sont top. Ils arrivent à se persuader. Mais alors que leur version est une version illusoire de qui ils sont. En fin de compte, ils vivent dans une illusion permanente. Alors, on vit tous dans une grande illusion de la réalité, quelle qu'elle soit. Mais par contre, une réalité virtuelle. Exactement. Mais par contre... c'est peut-être des hologrammes, on n'est peut-être que des hologrammes. Il va y avoir des gens, je pense, dont je fais partie, qui vont avoir la conscience d'une remise en question à un moment donné, de se poser des questions. Déjà, se poser la question, c'est déjà un accomplissement, parce que ça veut dire que, tu sais, quand il t'arrive des tas de choses, tu peux même te demander si c'est pas toi la source du problème, hein, parce qu'à un moment donné... ça paraît complètement ubuesque. C'est très torturant. Mais ça m'a torturé pendant des années. D'un autre côté, à chaque fois que j'ai demandé des preuves de l'au-delà, à chaque fois que j'ai demandé au monde spirituel de me donner des signes pour savoir si j'étais dans le vrai, je peux te dire, Joël, je les avais illico presto dès le lendemain et pas qu'une vérification. Je pouvais en avoir 3, 4, etc. Et je l'ai eu dernièrement avec une personne où je m'étais dit, mais peut-être que je suis trop dur, ou peut-être que c'est moi qui déconne, etc. C'était pas ça. Et j'ai eu 4 coups de téléphone, et les 4 coups de téléphone, c'était pour me parler de la personne par rapport à des déceptions. Mais donc, tu comprends pourquoi je m'enferme. Mais je pense que c'est le risque, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne veux plus être confronté à ça, tu ne veux plus... tu sais, maintenant... Tu sais,
quand tu dis, par exemple, tu vis une détresse immense parce que l'amour de ta vie t'a laissé tomber, je veux dire, une amitié ou quelqu'un qui tu disais être ton ami, te laisse tomber aussi ou te le fait un sale coup, c'est pareil, c'est le même. Ouais, la trahison, mais La après, ça trahison, dépend aussi c'est- des blessures que tu as. Moi, je sais que j'ai la blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, Il y en a et la qui blessure de parlent. trahison. De toute façon, c'est très simple. Moi, je l'ai très très bien vu quand je suis rentré de Nouméa, où je me suis senti trahi, mais vraiment trahi. Ça s'est répercuté dans mon émotionnel et dans mon corps physique. Ça veut dire que moi-même, j'en ai provoqué une pathologie asthmatique, et ça faisait 15 ans que je n'avais pas eu Tu avais pas d'asthme. eu de crise. 15 ans que je n'avais jamais eu de crise, et je n'arrivais plus à respirer. J'étais à bout de souffle. Tu sais, l'expression à bout de souffle, etc. Et c'est là que je suis allé voir quelqu'un. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart des thérapeutes ne se sont pas aidés. Non. Je veux dire, on n'est pas... Moi, je ne consulte même pas le médium ni le voyant. Non, mais franchement, c'est aberrant. Ça veut dire que tu es dans du thérapeutique. On est en difficulté parce que nous sommes des êtres humains normaux. Normaux, on le voit bien, on partage une vie qui est classique, avec des épreuves, etc. Mais par pitié, il faut... Mais ça veut dire déjà qu'il faut accepter d'avoir un problème, tu vois, ou d'avoir une difficulté. Mais qui accepte ça pour l'ego? Pour l'ego, c'est inacceptable, inavouable. Pourquoi me faire aider? Ben non, c'est plus facile de jeter la patate chaude sur le voisin, de lui balancer la patate chaude en disant tout simplement c'est lui qui déconne. Et c'est une expression bien connue, quand tu veux noyer un chien, tu l'accuses d'avoir la rage. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune remise en question, on fait porter un poids de culpabilité. Et nous, qui sommes là, nous portons ce poids de culpabilité. Et à un moment donné, il faut pouvoir chasser ce poids de culpabilité en travaillant et en cultivant une meilleure version de nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas tout blancs et que ce sont nos actes et nos comportements qui sont aussi à l'origine de tout ce que nous vivons comme situation. Si par exemple, dans une situation, je n'avais pas exprimé ce que j'avais exprimé, il ne serait pas passé ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça veut dire que j'aurais été dans une version lisse, où on ne prend aucune position, où on n'ose pas blesser, ou tout simplement parce qu'il y a des enjeux, donc on ne va pas dire la vérité ou les choses que l'on pense. Et là, c'est une hypocrisie ambiante qui est très dominante dans ce milieu de la spiritualité quand même. Beaucoup d'hypocrites quand même. Donc, voilà. Bon, alors soit tu fais ton chemin. Moi aujourd'hui, j'ai décidé de tracer mon chemin sans me soucier du regard des autres. Ça veut dire que j'en ai rien à faire depuis quelques temps déjà. Et ça, je l'ai bien compris depuis que j'ai divorcé en 2017. Je me suis dit, Michel, tu es qui tu es, tu n'as pas à rougir de qui tu es et tu n'as surtout rien à prouver aux autres. Maintenant, tu avances et ce que pensent les autres, ils le pensent. Mais comme je dis toujours, chacun a sa version des faits. Chacun vit sa propre réalité en fonction de ses blessures, en fonction des mémoires cellulaires. Il y a tout un tas de choses. Donc, ça ne sert à rien de convaincre. Mais seulement, par contre, c'est moi, mon job qui a été celui que j'ai eu au retour de Nouméa, ça a été surtout de me libérer de tout ce poids, de m'alléger en me pardonnant, d'avoir mal compris, de m'être posé des questions. Tu vois, toi tu te pardonnes, moi je m'excuse. Voilà, mais je pense que c'est important de se pardonner et puis de dire, ok, j'envoie de l'amour à ces gens-là, je leur souhaite pas de mal. De toute façon, tu sais, la vie, elle se charge toujours un jour ou l'autre de rétablir la réalité des choses ou tout simplement de rééquilibrer les choses. Exactement. Donc, je leur souhaite pas du tout de mal. Tout ce que je trouve dommage, c'est de n'avoir pas le courage de ses propres opinions, n'avoir pas le courage de ses propres interrogations, d'être une version lisse, de vouloir s'entendre avec tout le monde, c'est pas possible déjà, parce que les énergies sont pas les mêmes. Donc tu peux pas t'entendre avec tout le monde, c'est pas possible. Et quand quelqu'un t'a fait une crasse, ou que quelqu'un que tu n'aimes pas, je vais pas me faire prendre en photo avec. Je veux dire, ça me paraît complètement improbable. Je veux dire, pardonner et excuser, c'est pas cautionner, on est bien d'accord. Exactement. Pardonner, c'est pas excuser, c'est pas cautionner. Pardonner, c'est de décider surtout de se libérer soi-même, et on le fait en premier pour soi. Et ce que j'ai toujours, et c'est déjà dur de le faire pour soi, donc bon, pour les autres, quand on y arrive,
comme avec mon père. C'est un cadeau majeur. C'est vraiment le plus beau cadeau que nous sommes fait de notre vivant. Parce que c'est un pardon inconditionnel, sans condition des deux parties. Mais sinon, le regard des autres et ce que l'autre vit, peu m'importe finalement. Mais par contre, j'aurais cette honnêteté de dire que parfois, j'ai pas été tout blanc. Parfois, je suis un être humain, donc j'expérimente. Il y a des fois, je sais pas. Il y a des fois, j'ai blessé une médium que j'aime énormément, où j'ai un comportement qui était inadapté. Je suis allé la voir 2-3 fois pour présenter des excuses. Et ça me paraît tout à fait normal. Maintenant qu'elle me pardonne pas ou qu'elle ne veut plus reprendre une relation, je l'entends parfaitement. Et c'est son droit, mais ça ne m'appartient plus maintenant. J'ai fait ce que j'avais à faire, moi. Et je suis en paix avec moi. C'est ça l'essentiel. Mais bon, voilà. Le monde spirituel, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup aussi de gens dans la spiritualité qui n'ont pas de conscience élevée, entre guillemets. Mais c'est pas prétentieux ce que je dis. Hein. Cette conscience et puis cette intelligence du cœur aussi. De l'âme. Et de l'âme. Bien sûr. Mais c'est vrai que je me rappelle une fois, très rapidement, j'étais avec Philippe Ferrer et j'ai enregistré un bout où je demandais moi-même pardon à tous ceux que j'avais pu froisser ou que j'avais pu, de par mon attitude. En fait, c'est simplement une protection pour moi, tout simplement. Oui. Parce que Joël, tu es encore affecté par ce que pensent les autres de toi. Et je pense que... je suis toujours très étonnée. Et puis tu t'excuses tout le temps. Si tu veux, la non-réflexion. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que le cerveau, quelque part, part en vacances de beaucoup. Parce que quand tu as quelqu'un en face de toi... Je t'entends pas, excuse-moi. Quand tu as quelqu'un en face de toi, le truc, c'est de faire attention parce que tu es avec un être humain, quel qu'il soit. Tu vois? Donc, essayer de comprendre, d'aller derrière un petit peu, voir pourquoi. Mais c'est le problème de l'être humain, c'est-à-dire que l'être humain, il a tendance à juger, se faire toujours des idées, tu sais... des suppositions aussi, on le voit dans les accords Toltec, mais la plupart des suppositions sont la plupart du temps erronées. Tout à fait. C'est des suppositions qui sont fausses par rapport à nos propres blessures, par rapport à notre propre fonctionnement. Mais tu sais, c'est le problème de l'humain. Le problème de l'humain, et dans ce monde-là où il y a beaucoup de gens superficiels, c'est de ne pas aller gratter et d'aller retrouver l'essence même et la bonté chez quelqu'un. C'est-à-dire qu'on ne fait même pas cet effort-là et on va lui mettre une étiquette. Joël, il fait effort, c'est une conne. Et puis elle est acariâtre, et puis elle n'est pas sympa. Alors que derrière, quand on découvre aussi les gens quand on vit avec. Parfois, c'est l'inverse. On va avoir des gens très sympathiques et quand on vit avec, et quand on passe un moment, on se dit « Ah, dis donc, là, on tombe de haut. » On se rend compte de plein de choses et là, c'est très compliqué parce que la chute, elle est d'autant plus lourde parce que là, c'est pareil, c'est un masque qui est porté. Toi, c'est un masque de protection, mais quelles sont les personnes qui cherchent à trouver derrière l'humain un semblant d'humanité? Mais il n'y en a pas beaucoup finalement. Il n'y en a pas beaucoup. Mais non. Et c'est le monde actuel aussi. On est dans un monde qui zappe, où on a tendance à... C'est comme la conception de l'amitié. Chacun a sa propre conception de l'amitié. L'amitié, c'est dire, ok, je prends un avion, je viens te voir. On va passer du temps, et même si on est occupé, on arrange un agenda pour avoir des journées communes. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que... ce que je dis, c'est qu'en fait, on est en plein, tu sais, ce milieu de la spiritualité, en fait, on est chez les comment ça s'appelle, les parrains, les mafieux, quoi. Sauf qu'il n'y a plus de code d'honneur. Il n'y a pas de code d'honneur. Alors, non, mais le code d'honneur, et puis la loyauté amicale aussi, je trouve qu'il n'y a pas de loyauté amicale, c'est très rare. Moi, je suis très très content parce que je suis avec un groupe qui me ressemble, enfin, où vraiment je peux parler d'amitié vraie. On les salue d'ailleurs. Ah ouais, j'embrasse Marjo, j'embrasse Phil, Sylvie Morin, Laurence, Sandy Tatou, ma petite Sandy. Sandy que j'ai découvert aussi vraiment avec... profondeur à Nouméa, tu vois. Parce que c'est pareil, quand on se rencontre sur des manifestations, sur des festivals ou sur des scènes, on n'a pas le temps d'échanger, puis on est pris par notre stress, par exemple, quand j'étais à Lumière de Gaïa, j'étais tellement stressé que j'ai parlé avec personne, donc je pouvais paraître complètement à côté, mais j'étais hyper stressé, donc je suis concentré, si tu veux. C'est comme toi quand tu te mets le truc sur la tête pour t'isoler. Mais voilà,
Et parfois, ben, même si je parais superficiel au premier abord en Mhm. disant, mais celui-là, mais c'est tout simplement parce qu'en plus, je suis tout le temps connecté, donc c'est un peu compliqué parce que je suis un peu tête en l'air. Mhm. Je parais complètement, parfois superficiel, hein. Il y a des Mhm. gens qui me disent. Puis, alors, j'ai un gros problème, c'est que je ne reconnais pas les gens. Donc, je ne suis pas physionomiste pour de rond. Et même des gens que j'ai eu en consultation, en formation, Tu ne reconnais pas. je ne les reconnais pas. Et ça me pose un problème parce que les gens s'imaginent que je suis hautain ou peuvent Mhm. alors que c'est totalement faux. C'est tout simplement parce que je ne me souviens pas. Et parfois, ça m'emmerde parce que même à des personnes que je demande de me voir, de venir me voir, je ne me souviens même pas que je leur ai dit que je devais venir me voir. Donc, tu vois, j'ai une mémoire courte. Mais enfin, c'est sélective. Mais enfin, c'est comme ça. Et Comme voilà, ça. donc c'est pour te dire que oui, on découvre les gens en vivant avec, en Ouais. partageant leur quotidien. Et Sandy, voilà, Sandy, c'est quelqu'un voilà, que j'apprécie énormément. Sandy, j'ai un souvenir effectivement où elle m'appelle parce qu'elle a besoin d'un hôtel ici à Luxembourg et tout est complet, c'est la fête nationale. Et puis je lui dis au revoir et puis je la rappelle une heure après, je lui dis écoute, j'ai une chambre d'amis si tu veux, je peux te recevoir avec ton mari et ton enfant, il n'y a pas de souci. Et puis finalement, on a terminé barbecue sur la terrasse avec une bouteille de rosé. Mais il y a une profondeur d'âme, tu vois. Il faut prendre le temps de se dire, voilà, il y a la jeune femme qu'on voit, très Oui, puis, magnifique, très... mais pas dans le contrôle. Voilà. C'est ça, parce Mais que tu vas, comme si tu rentrais, si tu veux, il y a quelque chose d'une profondeur d'âme, une profondeur dans la réflexion, dans la respiration même. Tu te dis, elle vient d'ailleurs, cette nénette. Il y a quelque chose de... Tu et vois, c'est quelqu'un à la c'est comme base. Nathalie Balassé. Oui, Enfin, moi, la rencontre avec Nathalie Balassé, elle a une grande toche blanche, comme si, tu sais, ces êtres de lumière. Il y a quelque chose qui s'est passé. mais c'est aussi des gens qui ont souffert beaucoup dans leur vie, hein. Nathalie, quand même, Bah, je qui sais a pas, je connais pas énormément du tout. souffert, Je suis puisque en train de elle lire était son condamnée livre. quand même à être sur une chaise roulante à Voilà, la c'est base, ça, quand même, hein. Donc, effectivement. voilà, je pense que c'est les épreuves, mais tu sais, c'est aussi des gens qui travaillent sur eux. Oui. Et donc, et moi, Nathalie Balassé m'a beaucoup aidé à Nouméa avec ce qui s'est passé et m'a fait des séances d'une technique Anne-Hélène qui est aussi. incroyable. Anne-Hélène, c'est un oiseau qui arrive dans notre Voilà. pays. Voilà. Franchement. Et franchement, d'ailleurs, elle participe dans mon livre L'estime de soi, où elle a fait une petite séance de tapping pour renforcer l'estime de soi. D'ailleurs, je te remercie, Nathalie, si tu t'écoutes. Et c'était une évidence que je lui demande. Ça m'a tellement soulagé ce qu'elle m'a fait à Nouméa. Parce que j'étais tellement mal. En plus, c'était avant de rentrer en salle, t'imagines. Déjà que j'ai horreur. Non, mais je sais ce que ça J'ai horreur, fait. j'ai peur. Et que cette salle, Tu as envie de partir en courant. à la base, cette salle, quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne devais pas en faire. Donc, ça veut dire que je me suis retrouvé. On t'a demandé d'en faire. Voilà, et sur la fiche, et j'avais dit même à la personne concernée, j'ai dit, mais pourquoi tu m'as mis en médiumnité en salle? Je t'ai dit que je ne voulais plus en faire, mais voilà, bon. Donc, tu ne fais pas de médiumnité en salle? J'en fais très très peu. Ah, là, j'en fais plus. J'ai honoré, si tu veux, tous mes contrats. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais beaucoup de médiumnité en salle dans des associations qui étaient prévues, comme chez Florence Hubert, chez des personnes qui étaient prévues chez Anne-Marie Lisano, chez des collègues qui étaient prévues de 1 à 2 ans, si tu veux. Et donc, je ne me voyais pas les planter en disant, ben non, je ne viens pas. Donc, j'ai porté mes cacahuètes jusqu'au bout, parce que je te dis que quand je partais même en voiture, j'étais en train de dire, je suis un excellent médium, je vais avoir des messages. Tu ne peux pas dire non à Florence Hubert ni voilà, mais c'est... Et tu sais que la première fois, Florence Hubert, je lui ai dit non, hein, justement, hein, quand elle m'a téléphoné, et qu'elle me dit j'aimerais bien partager une salle avec vous, elle m'avait voyé, puis après avec toi. J'ai dit ah non, Florence, pas du tout, quoi, parce que c'est toujours pareil. J'étais un bleu, on se compare toujours. Pour moi, c'est une référence, ces gens-là. C'est des gens qui te rendent compte, Henri Vigneault, Christelle Dubois, Florence Hubert, tous ces médiums. Michel Riffa, tous ces médiums qui sont des pointures pour moi, des références. On est tout petit, et puis déjà tu es là et tu dis ah, je me retrouve au téléphone. Bon, voilà, mais c'était au tout début. Et j'étais pas sûr de moi, et encore même maintenant je suis pas sûr. Mais voilà, j'ai arrêté si tu veux parce que je me suis dit, en plus voilà, j'ai fait beaucoup d'associations, je l'ai fait bénévolement.
beaucoup dans des festivals où j'ai travaillé bénévolement, etc. Et je me suis dit pourquoi, ou même au Téléthon à Saubion l'an dernier, ou il y a 2 ans avec Céline Franou et Magali Jorancol, il y avait 250 personnes. Bon, elle n'avait pas osé de me le dire, tu vois, Céline, qu'il y avait 250 personnes, parce que je pense que, d'ailleurs, Il te serait évanoui. 2 minutes avant, je suis parti dans les toilettes. Et vraiment, je suis parti pour faire ce que j'avais à faire. Pour faire ce que tu avais à faire. Voilà. Et donc, très très peu maintenant, tu as honoré tes contrats. Et au niveau tes consultations, Mais c'est pareil, je suis passé sur autre chose. Les consultations, c'est pareil, je trouve que c'est ridicule d'avoir un an de consultation à l'avance. Je sais pas, dans un an, je serai, tu vois. Et je me suis posé la question, je me dis, s'il m'arrive quoi que ce soit, mais déjà, mes enfants, ils sont pas dans la merde parce que toutes Faut les rembourser consultations sont payées d'avance. Et puis, je trouve, voilà, et donc, tu vois, j'ai fermé mon calendrier 2025. J'avais entendu aussi qu'il fallait que je le ferme, que je me pose et que j'étais attendu sur d'autres choses. Et j'ai bien fait parce qu'en plus, mon papa a eu des problèmes de santé au moment où j'ai fermé mon calendrier. Tu vois? C'est bizarre hein, quand même, la vie. Et puis je me suis dit, alors, de temps en temps, j'en fais, mais c'est toujours pareil, c'est informel, tu sais. Oui, en fait, compte, la médiumnité de l'autre côté, ils sont ingénieux. Je veux pas faire de médiumnité, mais quand je dédicace mes livres, ils sont tout le temps présents. Donc j'ai toujours un envolé derrière les personnes qui viennent me faire signer le bouquin. Donc du coup, mais ça me stresse moins parce que je me retrouve en tête à tête et pas devant 30 personnes ou 60 personnes ou 200 personnes. Et finalement, la médiumnité, je la fais en dédicaçant mes livres, tu vois. D'accord. Tu peux nous parler 2 minutes de ton oracle? Alors, c'est pas tout à fait un oracle. C'est un livre qui va parler de l'estime de soi, que ça va être un coffret. C'est un livre qui est pas très gros parce que j'avais fait des pour renaître qui a 200 et quelques pages. C'est un livre d'une 60aine de pages sur l'estime de soi avec des clés pour renforcer l'estime de soi. Et parmi ces clés, il y a un mini-oracle d'une 12aine de lames avec des actions à faire pour pouvoir renforcer l'estime de soi et faire un tirage pour l'estime de soi. Voilà. Et ça va sortir en fin d'année. J'aimerais bien que ce soit en fin d'année avant Noël, mais c'est un peu compromis. Soit fin d'année, soit début d'année prochaine. Voilà. D'accord. Et c'est Sandy Tatou qui gère ça et je vais être en auto-édition. Ok. Et tu peux nous dire quelque chose, donc tu as un prochain livre là? Tu vas nous l'écrire là, il est écrit déjà. Alors, l'estime de soi est écrit, c'est formalisé. Et j'ai un autre qui va bientôt sortir sur le pardon. Voilà. Qui va être aussi vraiment intéressant parce qu'il va y avoir une grosse part de témoignages dans ce livre. Donc j'ai récolté pas mal de témoignages dans ce livre. Voilà. J'en profite pour te demander, puisque je suis sur les corrections de mon prochain livre, qui colle parfaitement à ton histoire Mourir pour naître ou... Né pour renaître. Est-ce que tu pourras effectivement m'écrire quelque chose pour mettre dans mon prochain livre? Alors écrire quoi? La préface? Ou la post-préface? Ou un passage? Ce que tu veux. J'adore ton livre. Alors oui, le livre, on n'en a pas parlé, tout à l'heure, mais Joël est en train d'écrire son 3e livre et qui va s'intituler Regard croisé. Oui, Regard croisé. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est à la fois le point de vue d'une médium en connexion avec les chairs envolées et le point de vue et l'approche d'une psychogénéalogiste, Annie, et donc qui permet de dénouer les secrets de famille, tout ce qui est lié au transgénérationnel. Et c'est tellement présent ce transgénérationnel pour le vivre moi-même dans ma vie de tous les jours. Exactement. Parce que c'est ton histoire en fait. Ah ben moi mon histoire c'est que du transgénérationnel. Et tu imagines si tu me donnais des photos de ta famille? Ah oui, bah, il faudrait que j'en retrouve. Voilà. Mais par exemple... ce qu'une psychogénéalogiste peut faire de son côté sans qu'on se... Ah oui. C'est intéressant parce que mon grand-père qui a perdu son fils, qui s'appelait Gérard et qui est né le 15 octobre, ça a été le drame de sa vie, si tu veux, de perdre cet enfant, ce garçon, le seul garçon qu'il avait, puisqu'il avait 2 autres filles. Donc il avait 3 enfants, c'était le dernier. Et donc, il s'en est jamais remis. Hein. On vit différemment, on vit vraiment avec l'impensable, l'indescriptible. Mais ma mère, donc,
euh, amène son futur mari qui s'appelle Gérard et qui est né le 15 octobre Mhm. 1942, tu vois. Oui. Donc, Il y a quelque chose. quelque part, elle amène un fils de substitution à mon grand-père de manière inconsciente et en même temps, ben, elle réintroduit dans la famille son frère Mhm. qui deviendra mon papa. Mhm. Et d'ailleurs, le comportement de ma mère vis-à-vis de mon père n'a jamais été un comportement de femme à mari, de Mhm. femme à homme, Mhm. mais un comportement hyper protecteur, un comportement où c'est, je l'ai toujours dit à la maison, on a un quatrième enfant à la maison, c'est mon père, quoi. C'est ton papa. Parce qu'elle l'a tellement chéri et Mhm. aimé et protégé, ben forcément, puisque inconsciemment, elle n'a pas pu Non, c'est ta protéger, grand-mère, c'est ça? protéger ma grand-mère Ta qui a grand-mère. perdu Avec mon son oncle. mari. Son mari avait des chaussures noires. Ouais, il mettait souvent des chaussures. Chaussures noires. Mais il mettait souvent des chaussures. Parce que C'était comme des trucs. Tu sais, de comme il était. protection, peut-être? Alors, je sais pas ça, mais comme C'est il était parce que handicapé, il mettait des chaussures c'est faciles à mettre. c'est une drôle de paire de chaussures parce qu'elles sont un peu Je demanderais ça, j'ai grosses, plus hein. souvenir, tu sais, Demande. décédé Mhm. jeune. Mais comme mon grand-père était handicapé, je Mhm. sais que se chausser, c'était une grosse problématique pour lui. D'accord, parce que si tu veux, il me Mm. montre ses pieds avec ses chaussures noires là. Mm. Donc je note bien que tu me feras le grand honneur de m'écrire Mais avec quelque chose. plaisir. Tu pourras te lâcher là, vas-y, parce que comme en plus ton histoire familiale c'est quelque chose de transgénérationnel, Ah et oui. je t'inviterai aussi à mettre quelques photos de ta famille, effectivement. Ah oui, non, mais c'est omniprésent. Et même Mhm. mon histoire à moi. Moi, je suis en réparation de la vie de mon grand-père. Mhm. Donc, et j'en parle ouvertement parce que c'est pour Oui, ça aussi il y a que. presque une loyauté sur ton arbre, hein, presque une loyauté, un attachement à reproduire, si tu veux, presque un diktat de l'arbre, Ben, à reproduire disons que l'histoire. je fais tout ce que mon grand-père n'a pas pu faire. Mhm. C'est-à-dire Tu que t'autorises. oui, et puis je répare. Mhm. Et je Quelque part. répare tous les non-dits, les secrets de famille. Tout à fait. Et je pense que c'est aussi important, et ça c'est important dans le transgénérationnel et en psychogénéalogie, c'est quand on a un secret de famille de le dévoiler Mhm. et de le dire Mhm. haut et fort. C'est Annie qui dit toujours que l'arbre veut parler de toute Et façon. exactement, parce que ce secret de famille va permettre surtout aux générations futures de briser les chaînes, Mhm. tu vois, de briser ce cycle répétitif qu'on peut retrouver. Mhm. Par exemple, chez nous, la perte d'enfants, c'est quelque chose qui est incroyable. Les faiseuses d'anges, hein, les avortements, les fausses couches, c'est très très présent dans notre Mhm. famille. Et on le voit même encore aujourd'hui sur mes propres enfants, tu vois. Mhm. Ben, bien sûr. Hein. D'accord. Il y a, bon, ben alors j'ai noté ça, effectivement, on va collaborer, effectivement, ça va être superbe. Hein. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou quelque chose que tu aimerais nous dire? Est-ce que, par exemple, dis-moi, tu as des problématiques avec le sol chez toi ou il y a quelque chose avec le sol? Le sol, alors dans la maison j'ai eu, mais il y a l'année dernière. L'année dernière, Ah oui, oui, j'ai eu de gros problèmes de sol. regarde, J'ai dû refaire tout le Regarde. sol. le J'ai dû sol. refaire tout le parquet, ça m'a coûté une blinde. Ah ben voilà, tu vois, le sol. Ouais, et ouais, Donc j'ai été chez toi. ouais, mais c'est Voilà, ça. j'ai été Et chez j'allais toi. faire poser un beau parquet en bois qui a gondolé comme ça, qui avait des. C'était comme, tu sais, les trucs de speed, les pistes de skate, tu vois, un peu. Ouais. Donc, du coup, il a fallu tout arracher et on a posé un Donc tu lino. vois, c'est une Mais ça, mémoire. ça date de l'année dernière. Mais c'est une mémoire Ouais. que j'ai captée sur Ah toi, ouais. chez toi. Ouais, ouais. D'accord? Mais le sol récurrent, puisque ça durait plus d'un an, cette histoire, D'accord. entre les assurances et tout. Mhm. Et en même temps, voilà, ça a été problématique. Et est-ce que Michel Dourte a quelque chose à nous dire? Est-ce que il y a quelque chose d'important que tu voudrais nous dire Ben, à je tous? voudrais surtout dire de profiter de chaque moment, hein, je veux dire de ce qui nous est offert Mhm. au quotidien, de ne pas s'encombrer non plus avec les choses futiles ou avec les relations toxiques Mhm. ou avec tout ce qui nous encombre. Il ne faut pas oublier que l'on part à poil de l'autre côté. Ah oui, Mais par contre, la seule chose, et on le sait très très bien quand on va passer de l'autre côté, c'est la question qui va nous être posée, c'est comment as-tu aimé? Qu'as-tu fait dans ta vie? qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait de Ou qu'as-tu bien fait dans de ta ton vie? talent? De ton talent. Et c'est ça que je retiens. Je veux dire, dans ma vie, j'essaie de me comporter du mieux que je peux, Mhm. même si c'est pas facile tous les jours. Mhm. Mais l'empreinte que vous laisserez quand vous partirez, ben, c'est tout l'amour que vous aurez porté à votre entourage, en lui disant tout simplement que vous les aimez, et en étant aussi dans une notion de pardon, Mhm. d'amour. Et
on est là aussi, on est vraiment là pour travailler la séparation. On le voit très très bien. De toute façon, déjà quand on vient ici, on se sépare des âmes avec lesquelles nous sommes de l'autre côté pour s'incarner. Après, une fois qu'il y a la grossesse, eh ben, on accouche, il y a la séparation de ce milieu intra-utéro qui est protecteur, qui est une source de réconfort, et d'un seul coup, c'est d'une violence extrême. On se retrouve dans un milieu qu'on ne connaît pas. On est donc, et tout de suite, à peine arrivé, ben, on nous fout des tuyaux dans les narines, etc. Puis pour certains qui ont moins de chance, eh ben, ils ont une séparation au niveau des prématurés, donc ils sont séparés. Mais après, c'est que des séparations qu'on a à travailler. Donc, si on peut faire du mieux que l'on peut, en pardonnant, en avançant tranquillement, sans faire de vagues, et de faire du mieux qu'on peut, c'est le message que j'ai à donner. De pouvoir avancer sans se retourner, sans vivre au passé, le passé est au passé, même quand on a des conflits, etc. Il y a des choses tellement plus importantes, etc. Mais bon, par contre, c'est vrai que on a tendance à retenir que ce qui est négatif de toutes ces situations. Donc, regardez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et as-tu une prédiction pour l'année 2026, s'il te plaît? Parce qu'on est en plein dans la prédiction. Alors, c'est une année qui va être un peu compliquée, hein. Ça, il n'y a pas besoin d'être voyant ou médium pour le dire, mais pour moi, je vois vraiment une pauvreté qui s'accélère, des problèmes à payer, des taxes de plus en plus importantes, des problèmes de conjoncture économique, avec un passage où l'immobilier aussi s'effondre un petit peu, où on a du mal à vendre, que ce soit les entreprises, les appartements, les maisons, les choses, où la transaction est beaucoup plus compliquée, où je pense qu'il ne sera pas bon d'avoir beaucoup d'argent en banque, ça c'est sûr. Et puis beaucoup de catastrophes naturelles. Mais ce que je vois, c'est que je vois aussi des gens qui vont manquer, tu vois, qui vont manquer. C'est-à-dire qui vont devoir se priver. Et ça m'interpelle. Se priver de nourriture, par exemple, tu vois. De choses où on va rester vraiment sur du basique, des choses simples. Donc j'encourage les gens surtout à pouvoir cultiver à nouveau, faire leur potager pour ceux qui peuvent, tu vois, parce que ça va être un petit peu compliqué, il va y avoir des pénuries. Et on dit qu'il faut stocker de l'eau aussi, c'est ça? Je pense qu'il faut habiter avec un point d'eau, mais bon, après, c'est pareil, hein, de l'eau, si possible naturelle et pas polluée, hein, c'est très 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 rare. Aujourd'hui, moi j'ai fait le choix d'habiter à la campagne, tu vois, à la campagne, isolée, un peu en hauteur, avec un point d'eau. J'ai mis un poêle à bois, voilà. Je voulais pas être tributaire de l'électricité. Donc gagner en autonomie, je pense que c'est important, voilà, si on peut, de se dire mettre peut-être des panneaux solaires ou des choses comme ça, qui génèrent de l'électricité, mais pas les mettre sur le toit, les mettre sur le sol si on peut, pour ceux qui le peuvent, hein, c'est toujours pareil, parce que ceux qui sont dans les barrages HLM, ça va être plus compliqué pour eux. Mais c'est vrai que comme si il fallait prévoir des temps un petit peu plus compliqués. Voilà. Ouais, c'est vrai que j'aurais pensé après que nous soyons sortis du confinement, que si tu veux, il y aurait plus de personnes à rejoindre les campagnes, à s'installer, à changer de vie, tu vois. Et puis en fait, ça n'a pas été la grande migration. Et je me dis c'est dommage parce qu'on va vers des temps effectivement où oui. le pain de terre sera. Et puis ça va être aussi des temps un peu compliqués avec l'IA, avec l'intelligence artificielle, avec tous ces réseaux. Donc si on peut se détacher un petit peu de ça aussi pour se reconnecter à l'essentiel. Oui, il y a des feux allumés partout en plus dans le monde, c'est-à-dire des guerres en gestation, des choses comme ça, des trucs larvés un petit peu, des fous furieux qui sont aux commandes. Pensons aussi déjà en France, je pense aux Français, j'ai une pensée pour les Français parce que les fous furieux, ils en ont quelques-uns quand même. Oui. Mais je crois en quelque chose, tu sais, la prière. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est plutôt de nous rassembler que de diviser. Tout à fait. Et c'est par les intentions de prière, les intentions d'amour. Donc si vous avez
même sans être religieux, hein, sans Oui, même de ça n'a connotation rien à voir religieuse, avec la religion. mais vraiment des intentions de paix. Ce qu'on a fait quand on est même allé à la cathédrale de Luxembourg, Mhm, la bougie que j'ai mise, c'était une intention de paix, d'amour, un agrément sur la planète, pour tous les êtres humains. Euh, mais je pense que la puissance de la prière, de l'intention, c'est énorme. c'est vrai. Et je ne suis pas pessimiste, je crois que l'amour, c'est toujours plus fort, Mhm. que la lumière sera toujours plus forte que ces parts d'ombre. Parfois, Il y aura une prise de conscience, hein. Il il faudra faut, qu'il y ait une voilà, prise de il conscience de faut toute explorer façon. parfois ces parts d'ombre, ces difficultés, être confronté à ça. Mhm. Mais je pense que, voilà, si on s'y prépare, ben, de toute façon, l'humain s'adapte, hein, Oui, au milieu. l'être humain s'est toujours adapté. On le On voit va pas bien. vers un autre monde. J'ai entendu pendant le Covid, dès que les portes vont être ouvertes, on va vers un autre. Non, pas du tout. On va vers quelque chose qui sera beaucoup plus des temps qui seront beaucoup plus difficiles pour nos enfants, hein, ça c'est Mm. sûr et certain. Mais moi, je me dis que l'être humain s'en est toujours servi. Il y a toujours une part de... La vie, a toujours trouvé son chemin. Mm. Donc, pour peu qu'effectivement, on laisse pas faire l'IA et compagnie. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, Je bon, comprends après, pas là. l'identité numérique en Europe, je pense qu'on ne pourra pas passer à travers. Mais par contre, c'est pour ça aussi qu'on a décidé avec mon groupe d'amis, les éveilleurs de l'être, de pouvoir partir en tournée tant que nous pourrons, Mhm, pour faire des soins collectifs. mhm, tout à fait. Parce que je pense que là, il va y avoir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin de soins énergétiques. Bien sûr. Et si nous avons la possibilité de le faire en connexion avec la Vous, foi, vous le faites sur les êtres humains, mais aussi sur la nature. on le fait en salle et je l'ai testé pour la première fois et c'est vrai que c'est d'une puissance extrême. On ressent vraiment cet égrégore d'amour et de guérison, vraiment. Est-ce que tu as pas testé, si tu veux, quelque chose qui pourrait s'apparenter à la géobiologie pour toi? Alors non, Parce que je me dis qu'il y a quelque chose avec la terre, tu sais, sous tes pieds. oui, mais on travaille beaucoup l'ancrage. Donc, D'accord? bon, après, voilà, donc c'est peut-être... Personne dans ta famille qui Non, mais on était... m'avait dit une fois que j'étais sourcier, Oui, il y j'étais a quelque chose incapacité de avec... trouver de oui. l'eau. Si je peux déjà trouver de l'eau chez moi, ça serait super. Hein, Ben écoute, je te le confirme, je te le confirme, parce que c'est sous tes pieds, l'énergie est sous tes pieds, c'est-à-dire que tu es en contact direct avec ce que... Et à mon avis, tu as la capacité, si tu veux, d'entendre la terre et ce qu'il y a dans la terre. Donc, tu devrais pouvoir trouver de l'eau. je pense... Et de mémoire familiale, personne, non? Écoute, j'ai pas de souvenir de ça. Tu sais, moi, mes grands-parents, tout ça, sont partis très, très jeunes. Mhm, Et j'étais jeune aussi. Et donc, j'ai pas connu mes grands-parents côté paternel. Je les ai vus mhm, peut-être 3 fois dans ma vie, tu vois. mhm, Et du côté maternel, ma grand-mère est décédée quand ma mère avait 11 ans. Donc, tu vois, il y a 65 ans. mhm, Donc, j'ai jamais connu mes grands-parents, mis à part mon grand-père mhm, qui est décédé mhm, quand j'avais 12 ans. mhm. Mais c'est vrai que j'ai pas eu cette chance de pouvoir partager Ben cette écoute, mémoire familiale. Mais essaye, après, je peux me ouais. renseigner auprès de ma mère Oui, essaye, voir un qui petit peu. pourra peut-être Mhm. m'orienter. Parce que je suis sûre que tu as cette capacité-là. Je suis très proche de la nature déjà. Mhm. Voilà. Ben, Michel Dours, je vous remercie Ben, merci pour ce beaucoup moment de Joël partage. pour ce partage, c'était très sympathique. Ben oui, j'espère qu'on en fera d'autres. Merci à vous de votre écoute. Merci à vous. À bientôt.